Bienvenue à la présentation sur la gestion du diabète chez le patient admis à l'hôpital. Je représente aujourd'hui le réseau du diabète des hôpitaux de la région du Champlain et notre objectif est de mieux renseigner les infirmières sur les pratiques exemplaires de gestion du diabète chez le patient hospitalisé. Vous pouvez visionner cette présentation comme vous le voulez, en deux parties ou au complet. Et dépendant de votre temps disponible, et vous pouvez la visionner aussi fréquemment que vous le voulez. Et merci beaucoup de votre participation. Alors, d'après nos données les plus récentes, nous savons que dans notre région, un adulte sur 4 hospitalisé a le diabète. Et puis, les gens qui ont le diabète restent à l'hôpital à 3,5 jours de plus que les gens qui ne l'ont pas et sont plus susceptibles par 6,2 % d'être réadmis comparé aux gens qui n'ont pas le diabète. L'hyperglycémie est un problème courant dans nos hôpitaux et ceci est très commun car souvent les gens sont admis pas pour leur diabète mais pour d'autres conditions médicales et le diabète n'est souvent pas la priorité et puis est souvent négligé. Alors, ce qui explique en partie pourquoi nous avons beaucoup d'hyperglycémie chez le patient admis. Et puis, notre réseau cherche une façon de recueillir des données pour voir l'ampleur du problème dans notre région et si l'utilisation d'outils normalisés peut améliorer la situation. Les facteurs de risque qui contribuent à l'hyperglycémie et l'hypoglycémie dans le milieu hospitalier sont que souvent les gens ont des changements dans leur alimentation durant une hospitalisation et il y a souvent un changement dans leur état de santé et puis dans la médication. Aussi, les cliniciens ne vont pas toujours changer le traitement ou ajuster le traitement du diabète en fonction des profils de glycémie du patient. Et il y a souvent une mauvaise coordination entre la vérification des glycémies, le dosage de l'insuline et les repas, et ainsi que souvent une mauvaise communication entre les différents départements lorsqu'il y a un transfert de patients d'un département à l'autre, d'une organisation à l'autre et même en communauté, jusqu'à la communauté. Il y a souvent des erreurs dans la rédaction des ordonnances ainsi que dans la transcription des ordonnances et l'utilisation prolongée d'échelles mobiles pour l'ajustement des doses d'insuline est encore utilisée de façon commune et pas la meilleure façon de traiter le diabète. Nous allons en discuter plus tard dans la présentation. Il y a de plus en plus d'évidences et d'études qui nous montrent qu'il y a une association entre les mauvais résultats cliniques et l'hyperglycémie. Entre autres, les taux de mortalité, les séjours prolongés aux soins intensifs, une longueur d'hospitalisation plus grande, ainsi que des complications pendant l'hospitalisation et les infections graves qui sont toutes reliées à l'hyperglycémie dans plusieurs milieux cliniques. Alors, d'après toute cette évidence, l'Association du diabète du Canada recommande que dans les milieux de soins aigus, nous ciblons des sucres, des glycémies, entre 5 et 10 millimoles par litre. Dans le cas de patients qui ne sont pas gravement malades. Dans le milieu hospitalier où les patients sont gravement malades et aux soins intensifs, la cible devrait se situer entre 8 et 10 millimoles par litre. Il est important de comprendre pourquoi l'hyperglycémie est un problème dans le milieu durant la maladie aiguë. Et c'est qu'il y a souvent un cercle vicieux qui se développe parce que quand on a une maladie aiguë, nous avons une augmentation de production des hormones de stress. Et puis aussi, nous allons souvent utiliser des glucocorticoïdes dans le traitement de certaines conditions dans le milieu hospitalier. Et nous avons aussi une personne qui est maintenant diminué son activité physique, qu'elles sont dans un lit d'hôpital.
Ceci contribue à l'hyperglycémie. Et puis l'hyperglycémie va alors avoir un effet négatif sur le système, la fonction immunitaire et la capacité, l'efficacité à guérir. Et puis, et avec le stress supplémentaire, nous avons un impact sur la maladie aiguë. Alors, nous avons ce cercle vicieux qui se produit et qui contribue à notre problème. Alors, en bref, l'hyperglycémie à l'hôpital contribue à retarder la guérison des plaies, cause des infections au site chirurgical, cause des infections, d'autres infections telles que des pneumonies, prolonge le séjour à l'hôpital et contribue au taux de mortalité des gens qui souffrent d'hyperglycémie. Alors, avec toute cette évidence, l'Association du diabète du Canada nous recommande dans leur ligne de pratique de continuer le traitement pour le diabète qui était suivi à la maison durant l'hospitalisation, si c'est possible d'après le jugement clinique. Sinon, on devrait administrer de l'insuline comme le premier traitement, le traitement de choix. Ne pas utiliser seulement les échelles mobiles pour le dosage d'insuline. Et puis, idéalement, nous devrions utiliser un régime d'insuline basale, bolus et dose de correction et puis éviter l'hypoglycémie. Je vais expliquer durant la présentation ce qu'est ce régime d'insuline basale, bolus et correction. Alors, chez le patient qui est atteint de diabète de type 1, il est important de ne jamais cesser ou interrompre l'administration d'insuline basale ou action prolongée. Il faut se souvenir que pour ces patients, l'insuline est un traitement vital et ne pas oublier qu'avant la découverte de l'insuline, le diabète de type 1 était une condition fatale et l'insuline est vraiment importante à la survie de ces gens-là. Chez le patient atteint de diabète de type 2, il faut rarement interrompre l'insuline basale. Il est important de savoir que la technique désuète de l'échelle mobile pour l'administration d'insuline peut causer du tort aux patients et que c'est une approche très réactive qui traite l'hyperglycémie seulement après qu'elle se produit et provoque souvent des hypo- et des hyperglycémies, beaucoup de fluctuations dans les glycémies. Alors, pour bien comprendre le régime d'insuline basale, bolus et correction, il faut se rappeler comment la fonction du pancréas sain. Alors, en temps normal, nous avons besoin d'un taux d'insuline basale. Alors, le corps produit de façon constante une dose d'insuline basale. Cette dose d'insuline basale est nécessaire pour combler les besoins d'énergie des cellules, car sans insuline, les cellules ne peuvent capter le glucose pour leur énergie. Aussi, lorsqu'on ne mange pas, lorsqu'on est à jeun, le foie va produire du glucose par gluconéogenèse et puis on a besoin de cette insuline basale pour aller encore que les cellules puissent capter cette énergie, l'utiliser ou l'entreposer. Ensuite, quand nous mangeons, nous allons ingérer un bolus de glucides qui va faire monter le taux de sucre. Alors, le corps, le pancréas, de façon miraculeuse, sait absolument combien de bolus d'insuline produire pour bien contrôler la glycémie et puis pour que cette énergie soit utilisée ou entreposée. Alors, à chaque fois qu'on mange, nous avons ce bolus d'insuline qui se produit et puis nous retournons à notre production basale d'insuline. Okay? Alors, il faut se souvenir que les gens qui ont le diabète, ce système est brisé. Ça ne fonctionne pas, alors ils ont besoin d'insuline exogène pour fournir leurs besoins ou de médicaments qui vont optimiser leur propre production d'insuline. Alors, si nous pensons à une échelle mobile, qui est une façon très courante, qui est inefficace de contrôler le diabète, alors nous avons un exemple ici d'une échelle mobile. Alors, si le patient a une glycémie qui est dans notre taux visé avant le déjeuner, disons ici 6,
Alors, si nous suivons notre échelle mobile, nous ne donnons aucune insuline. Par contre, le patient va manger un bolus avec des glucides. Alors, ce qui va arriver, on peut prédire que, bon, pour le prochain repas, quand on vérifie, on va avoir de l'hyperglycémie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va suivre notre échelle mobile et puis on dit, OK, bon, mais là, le sucre est entre 13 et 16. Là, je vais donner 4 unités d'insuline. Je donne mes 4 unités d'insuline, mon patient mange. Et puis, si on est chanceux, le sucre est dans les taux visés. Alors, à l'heure du souper, encore là, le sucre est dans le taux visé. Le patient va manger un bolus de glucides, mais parce que notre échelle mobile nous dit qu'on ne donne pas d'insuline, alors on ne donne aucune insuline. Qu'est-ce qui va nous arriver? Bien sûr, c'est que le patient maintenant va avoir consommé des glucides ici à l'heure du souper, qui est souvent le repas le plus gros de la journée. Et puis, on a de l'hyperglycémie au coucher. Et puis, par réaction, on va suivre notre échelle mobile. On va donner 6 unités d'insuline à un moment où physiologiquement, le corps n'a pas besoin d'un bolus d'insuline en temps normal. Alors, nous risquons d'avoir de l'hypoglycémie au coucher. Alors, nous avons cette glycémie qui monte et qui descend, qui n'est pas très stable, et puis on expose le patient de façon régulière à de l'hyperglycémie. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on a des patients sur la montagne russe de sucre qui sont hauts et bas. Il faut aider les patients à débarquer de cette montagne russe et puis avoir des sucres plus stables. Alors, l'évidence pour se servir d'insuline basale et avec bolus, il y a une étude qui a été faite il y a quelques années en médecine, une étude qui s'appelle Rabbit2, et puis Rabbit2 chirurgie qui a été faite il y a peut-être juste à peu près 6 ans, où on avait les gens qui sont sur une échelle mobile, en rouge ici, et puis des gens qui ont de l'insuline basale et bolus. Et puis vous pouvez voir que les gens qui étaient sur le basal et bolus avaient une glycémie dans les taux visés beaucoup plus rapidement et soutenue pendant plusieurs jours, comparativement à les gens qui étaient sur une échelle mobile. En chirurgie, c'est la même chose. On réussit beaucoup plus rapidement à avoir les taux de sucre dans un taux plus normal qu'avec l'échelle mobile. Aussi, avec cette étude, comme résultat, on a vu qu'à peu près presque 4 fois le taux d'infection de plaies chez les gens qui étaient sur une échelle mobile comparé aux gens qui étaient sur une insuline basale et bolus. Et c'était significatif au point de vue statistique. Et puis, d'autres complications aussi étaient beaucoup plus fréquentes chez l'échelle mobile comparé à les gens qui étaient sur insuline basale et bolus. Encore significatif. Ainsi que la durée du séjour était plus longue chez les gens, les soins intensifs qui étaient sur l'échelle mobile, et c'était encore significatif. Alors, ça nous donne l'évidence que vraiment l'échelle mobile, ce n'est pas la meilleure façon de traiter le diabète et qu'il faut aller avec bolus basal et correction. Alors, nous avons des meilleures insulines maintenant pour pouvoir simuler ce que fait le pancréas de façon normale. Alors, nous avons maintenant des insulines basales qui n'ont pas de pic, telles que le Levemir et le Lantus. Et puis, nous avons des insulines rapides qui sont plus rapides, en fait, qui ont une durée moins longue et un pic plus rapide, telles que la Novorapid et l'Humalog. Alors, nous pouvons, comme vous voyez, simuler ce que fait le pancréas en temps normal. Alors, si nous révisons l'action de ces insulines-là, nous pouvons voir que l'Antus et le Levemir sont des insulines qui ont un temps qui commence à fonctionner à peu près 90 minutes après l'injection, n'ont pas de pic et peuvent durer jusqu'à 24 heures. NPH, qui est encore sur le marché, a un pic de 5 à 8 heures et puis dure seulement jusqu'à 18 heures. Alors, si on peut l'utiliser comme basale, il faut la donner 2 fois par jour, mais elle a un pic. Alors, il y a un risque plus élevé d'hypoglycémie
quand on utilise ce régime-là. Ensuite, pour les insulines rapides, qui sont analogues, elles agissent très rapidement, en temps de 10 à 15 minutes. Le pic est à peu près d'1 à 2 heures, et puis après 4 à 5 heures, elles ne sont plus dans le système. Alors, il y a moins d'hypoglycémie qu'avec les régulières qui pouvaient rester dans le système presque jusqu'à 7 heures. Ce qui est important avec les insulines rapides, c'est que parce qu'elles agissent très rapidement, il faut les donner aussi près du repas que possible. Alors, tout de suite avant le repas ou pendant le repas, et si nécessaire, parce que le patient a des nausées, on peut toujours le donner immédiatement après le repas, mais aussi près du repas que possible pour que le pic d'action coïncide avec la digestion des sucres et le sucre qui serait dans la circulation après un repas. Et puis, on aurait un sucre plus stable. Alors, ce qui nous rappelle qu'il est important d'essayer de bien coordonner le dosage d'insuline avec les repas et la prise de glycémie. Très attention qu'il ne faudrait vraiment pas vérifier une glycémie plus de 30 minutes avant la dose d'insuline parce que la glycémie peut changer dans cet écart de temps. Alors, très important d'essayer de donner les doses, la vérification de la glycémie, les repas aussi près en temps que possible. Alors, si nous revenons à notre insuline basale, bolus et correction, ce que l'on fait, c'est qu'on va donner aux patients une dose d'insuline basale pour subvenir à leurs besoins de base pour l'énergie et maintenir le taux de leur glycémie entre les repas stables. Ensuite, quand le patient mange, on donne un bolus d'insuline pour gérer ce bolus de glucides qui est consommé. Et si le sucre est élevé, au-dessus de nos taux ciblés, à ce moment-là, on donne une correction d'insuline en plus de la dose de repas pour éviter l'hyperglycémie. Alors, on fait ça à tous les repas. Et puis ça, c'est la façon de traiter à l'insuline idéale. Alors, si nous retournons à notre exemple, nous avons une correction, mais nous allons donner au patient une dose de base d'insuline, comme de la Lantus ou de la Levemir, une fois par jour au coucher, et en bolus, à chaque repas, une dose de rapide. Alors, si, dans notre exemple, le patient a un sucre de 6, mais le patient va manger, on va donner une dose, dans cet exemple ici, de 6 unités pour couvrir les glucides consommés. Et ensuite, si tout se passe bien, à l'heure du midi, le patient va avoir un taux de sucre dans les taux ciblés. Alors, nous avons qu'à donner la dose pour le repas. Alors, encore 6 unités si le patient consomme des glucides. Et puis, à l'heure du souper, bon, peut-être qu'il y a de l'hyperglycémie, peut-être qu'il y a eu du stress. Est-ce qu'on a donné au patient une dose de prednisone ou quelque chose qui a causé de l'hyperglycémie? À ce moment-là, on va donner notre dose pour le repas qui couvre nos glucides. Et puis, parce qu'on a un sucre qui est au-dessus de notre taux ciblé, nous allons corriger ce taux de sucre pour le descendre au taux ciblé. Alors, dans cet exemple ici, on va donner 2 unités en plus de nos 6 unités. Alors, c'est notre 6 unités pour couvrir notre repas et 2 unités pour corriger l'hyperglycémie. Ce qui nous donne, si tout va bien, à l'heure du coucher, une glycémie qui est dans notre taux ciblé, et nous n'aurons pas cette réaction de donner une insuline rapide et mettre le patient à risque d'hypoglycémie au coucher. Mais nous allons par contre donner notre insuline de base pour aider à maintenir le taux de sucre et aider à assurer que le corps a accès à du glucose pour la fonction cellulaire normale. Alors, le principe à retenir, c'est qu'il est possible d'interrompre ou de réduire les doses d'insuline en bolus si jamais le patient ne peut pas manger de façon régulière ou ne reçoit pas son gavage. Et au besoin, on peut donner des corrections d'insuline en conjonction avec l'insuline basale pour traiter l'hyperglycémie. Et pour ne pas donner ou interrompre la dose d'insuline, il faut habituellement, il devrait y avoir une ordonnance
d'un médecin ou d'une personne autorisée. Et puis, ça se fait trop couramment qu'on ne donne pas les doses d'insuline par peur d'hypoglycémie quand vraiment on cause de l'hyperglycémie. Alors, si pour un exemple, si quelqu'un ne mange pas ou n'a pas leur bolus, leur gavage, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va, si le taux de sucre est à 6, mais le patient ne mange pas, alors à ce moment-là, on ne donne pas le bolus au repas. À l'heure du dîner, si le sucre est dans le taux normal, on ne donnerait pas d'insuline rapide parce que le patient ne mange pas, alors on ne donne pas la dose du repas. Mais si jamais, à l'heure du souper, encore là, parce qu'il y a eu du stress, une infection ou un médicament qui cause de l'hyperglycémie, on ne donnerait pas notre dose du repas parce que le patient ne mange pas, mais on va donner la correction parce que le sucre est à 12, on vient ici, on donne notre correction de 2 unités. Pour, encore là, qu'on ait une glycémie plus près de la normale au coucher. Et puis, et là, on va donner l'insuline basale, encore là, pour venir aux besoins d'énergie de glucose, d'énergie cellulaire entre les repas. Si votre temps est limité, c'est un bon temps d'arrêter la présentation à ce moment-ci. Et puis, vous pouvez revenir à cette section ici pour continuer à visionner. Si vous avez le temps de continuer, vous pouvez continuer à écouter.